Bonsoir chers téléspectateurs de UDTV. Nous voici encore pour une nouvelle émission, Ma Plume. Ma Plume reçoit aujourd'hui deux éminents professeurs. Nous avons à ma droite M. Ba, professeur de philosophie. Un professeur qu'on ne présente plus dans la commune de Dara et certainement même dans la région de Louga. M. Ba est marqué par son dynamisme. Il est aussi marqué par son intelligence, sa disponibilité. C'est un éminent professeur que nous respectons et que nous appelons le plus souvent et communément, intimement, doyen Ba. Et à ma gauche, nous avons M. Tcham, professeur aussi de philosophie, qui a fait ses débuts donc dans le sud et qui certainement nous a rejoints ici dans la commune de Dara depuis 2 ans. M. Tcham est aussi marqué par ce même dynamisme. Et bizarrement, l'enseignement de la philosophie fait de lui en réalité un éminent professeur. Alors voilà, M. Ba, bonjour. Bonjour, M. Touré. Alors, UDTV vous reçoit aujourd'hui et cherche en réalité à enseigner d'une autre manière. Nous allons quitter en vérité les 4 murs des classes et tenter un tout petit peu d'enseigner d'une autre manière. Cette fois-ci, nous avons changé de discipline. Nous avons pensé à la philosophie. Monsieur Ba, quelle est la particularité du discours philosophique? Bonjour M. Touré, bonjour M. Tian. Je salue tous les spectateurs de la télévision UDTV. Je salue également mes collègues membres de la cellule de philosophie de la commune de Dara et tous les professeurs, les collègues qui sont ici dans Dara. La particularité du discours philosophique, c'est une question difficile, une question, disons, même qui fait de la philosophie une discipline particulière, répétée pour sa difficulté, pour la teneur de son discours, pour l'abstraction de son discours, qui fait peur également aux élèves. Et cette réputation, elle peut être vraie ou fausse, mais souvent, une réputation n'est pas souvent vraie. En tout cas, dans le cas de la philosophie, je peux dire franchement et en toute modestie que la philosophie fait partie des disciplines les plus aimables, les plus chaleureuses, les plus, entre guillemets, salées. Parce qu'on ne peut pas faire de la philosophie, on ne peut pas faire la classe de terminale sans être marqué par son professeur de philosophie. Si c'était le cas, que c'est une discipline difficile, je crois que personne ne s'intéresserait à cette discipline. C'est parce que c'est une discipline qui fait réfléchir, qui fait penser, qui fait douter, qui fait questionner. C'est ça qui fait la particularité du discours philosophique. C'est un discours qui s'étonne, qui s'inquiète, qui se questionne et qui, au retour, demande à chercher à répondre à un ensemble de questionnements. Parce qu'on ne peut pas se questionner, poser des questions et s'arrêter. Il faut s'efforcer à trouver des réponses argumentées, organisées, bien justifiées. Et ça, je crois que si l'élève comprend cela, il a fait déjà un petit pas. Merci M. Ba. Alors, nous retenons en vérité que c'est une discipline complexe, une discipline qui repose nécessairement sur l'étonnement, mais une discipline aussi qui fait peur. Peur surtout aux élèves de terminale, parce que c'est comme si en réalité, c'est en classe de terminale que commence l'initiation à l'étude de la philosophie. Monsieur Diam. Alors, bonjour M. Touré, je précise que tout à l'heure dans votre présentation, vous avez fait allusion peut-être à une accroche qui, à mon avis, à l'heure où nous parlons de pédagogie d'enseignement est très importante. Je vous ai entendu parler en tout cas d'enseigner autrement. Effectivement, aujourd'hui nous sommes dans un monde où
je dirais même l'effervescence numérique est quelque chose qui est presque une nécessité qui s'impose à nous et qu'on doit accepter. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les gadgets technologiques dont nous disposons, souvent se pose le problème de vouloir savoir comment les intégrer dans des dynamiques d'enseignement. Et c'est la raison pour laquelle souvent les inspecteurs, des proviseurs ou même des professeurs interdisent aux élèves souvent l'utilisation des tablettes, des ordinateurs, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'on pense que c'est un élément étranger à l'enseignement. Mais le monde aujourd'hui nous impose des défis. Et nous sommes obligés de trouver donc des voies et moyens pour voir comment ces outils technologiques peuvent être des prolongements de l'enseignement. Au lieu que ce soit une dénaturation, s'en servir pour que l'enseignement arrive en tout cas à un niveau de qualité et à un niveau de rayonnement qui puisse en tout cas solutionner le problème qu'on appelle la démocratisation du savoir. Maintenant, en ce qui concerne la particularité de la philosophie dont vous avez parlé tout à l'heure, je pense que M. Ba a tout à fait raison. La philosophie est une discipline qui suscite de l'inquiétude, de la peur, de l'appréhension aussi de la part de ceux qui ne l'ont jamais pratiqué. Et c'est la raison pour laquelle souvent, lorsque les élèves de première quittent la première pour arriver en terminale, la première réalité à laquelle ils sont confrontés, c'est toujours la nouveauté de cette discipline. Du coup, la seule référence en tout cas dont ils puissent disposer, c'est un peu les idées, les préjugés qui se sont faits autour de cette discipline. On ne leur en veut pas. On comprend effectivement qu'ils soient portés à avoir des genres d'idées de cette façon. Et j'ai l'habitude de dire d'ailleurs dans les salles de classe que quand on arrive en classe de terminale, chaque élève a le droit de se poser la question qu'est-ce que la philosophie, naturellement. Puisque vous ne l'avez pas vu dans votre emploi du temps ni en seconde, ni en quatrième, ni en cinquième, ni en première, mais brutalement en terminale, vous venez pour la première fois dans votre emploi du temps, vous voyez une matière qu'on appelle philosophie. Vous avez le droit de vous poser la question qu'est-ce que la philosophie. Maintenant, cette question à elle-même, elle est complexe. Parce que le fait de la poser ne signifie pas qu'on va avoir immédiatement une réponse. Parce que la complexité de la matière est telle que, quand on se met à chercher une réponse, les choses deviennent encore beaucoup plus compliquées. M. Ba l'a dit tout à l'heure. Maintenant, c'est vrai, nous, professeurs, notre mission, c'est d'amener les élèves petit à petit à dépasser ces préjugés, à dépasser ces peurs, et un peu à progresser petitement à l'intérieur de cette discipline, dans le sens de comprendre ses spécificités, ses démarches, mais en même temps aussi ses objets. Et c'est à ce niveau peut-être que M. Ba insiste pour montrer effectivement que toutes les disciplines, que ce soit l'histoire, la géographie, la religion, pourquoi pas, la magie et les autres, chaque discipline a ses spécificités. D'accord? On appelle spécificité les marques propres d'une discipline. Quand vous entendez le discours religieux, il a sa manière d'être dit. Quand vous entendez un discours scientifique, ça a sa manière d'être dit. Évidemment, quand vous entendez le discours philosophique, ça a aussi sa manière d'être dit. Maintenant, chaque élève doit comprendre cette spécificité, c'est-à-dire ce caractère propre de la discipline philosophique. Merci, monsieur, c'est très clair. Alors, M. Ba, les élèves aussi, en classe de première déjà, se posent la question, qu'est-ce que la philosophie? Nous-mêmes, qui ne sommes pas philosophes, nous avons aussi ce problème, qu'est-ce que la philosophie? Et pourtant, bizarrement, quand on nous répond, on ne nous donne pas une réponse comme en mathématiques, c'est-à-dire une réponse figée, une réponse définitive. Alors, peut-on définir la philosophie? Oui. Malgré toutes les difficultés, les obstacles qu'on pourrait rencontrer en essayant de définir ce qu'est la philosophie, il est possible quand même de donner non seulement une réponse, mais plusieurs réponses à la question qu'est-ce que la philosophie. D'abord, on peut dire que la philosophie, comme tout le monde le dit, c'est une réflexion personnelle. C'est, disons, entreprendre à réfléchir par soi-même, oser affronter les réalités. Non pas les réalités ordinaires, même les réalités ordinaires, mais les affronter avec un esprit critique, comme j'ai dit tout à l'heure. S'étonner. Dès qu'on s'étonne, on commence à se poser des questions. Et dès qu'on installe des questions, dès qu'on pose une problématique, alors il faut répondre. Il faut se donner les moyens, il faut réfléchir, il faut penser, il faut organiser sa pensée. Aller affronter les questions. Affronter les questions, c'est voir qu'est-ce que réellement qu'est-ce qui est contenu dans la question. Quel est le problème réel, véritable, qui est posé. Dans ce cas, qu'est-ce que la philosophie? Ce qui est posé, c'est un problème de définition, de délimitation de ce qu'est la philosophie. Si on essaie de le faire en se référant aux autres sciences, bien à l'histoire, à la géographie, disons aux mathématiques, si on le fait, on risque de se fourvoyer. Parce qu'en histoire, on peut dire que
Lat Dior est mort à Dekhlé. Tout le monde accepte. On peut dire que le Sénégal, le fleuve Sénégal, est le plus long fleuve de l'Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas de contestation. Mais dès que vous dites la philosophie, c'est réfléchir, on autre va dire non, non, la philosophie, c'est s'étonner. On autre va dire autre chose. Mais j'ai dit que chaque réponse, pourvu qu'elle soit rationnelle et ouverte à la critique, elle est valable. Toutes les réponses se valent. Maintenant, chacun a son point de vue par rapport au problème. Chacun a une opinion, une idée bon, qui reflète un peu sa culture, qui reflète ses aspirations politiques, idéologiques, religieuses. Mais une réponse n'est jamais neutre. Une réponse, elle est toujours, disons, orientée vers quelque chose. C'est quelque chose, c'est notre manière de vivre en communauté. Chacun de nous a une position. Cette position fait que vous avez des positions qui seraient différentes des positions d'une autre personne. Donc vous ne pouvez pas dire également que ce que dit l'autre également n'est pas valable. Parce que l'autre n'est pas comme vous. Vous n'êtes pas comme l'autre. Chacun peut avoir son idée et dans le même dialogue, on peut essayer de se rapprocher, de trouver effectivement que ce que nous disons est différent, mais quand même il y a un moment où on peut se rencontrer pour dialoguer, pour rester ouvert l'un l'autre. Effectivement. Alors, il est possible donc de donner une réponse à la question qu'est-ce que la philosophie? Monsieur Thiam, Emmanuel Kant affirme ceci: il n'y a pas de philosophie qu'on puisse apprendre. On peut apprendre qu'à philosopher. N'est-ce pas paradoxal? Bon, à première vue, c'est paradoxal. Parce que, comme je viens de le dire tout à l'heure, quand quelqu'un va à l'école pour apprendre la philosophie, il a bien l'intention d'apprendre une discipline, une matière. C'est-à-dire de bénéficier de ses connaissances et de l'ensemble des apports intellectuels que cette matière est censée lui donner. Donc, s'il entend à ce niveau Emmanuel Kant qui lui dit « il n'y a pas de philosophie que l'on puisse apprendre », cette seule expression et cette seule phrase crée un peu des problèmes dans son entendement. Mais il faut essayer quelque part de questionner la phrase de Kant. Parce que ce qui est important, ce n'est pas ce qui est dit au début, mais ce qui est dit ensuite. Il n'y a pas de philosophie que l'on puisse apprendre, on ne peut apprendre qu'à philosopher. Ça veut dire que si la philosophie était entendue comme un savoir disponible, un savoir à parcuriser, un savoir à conquérir pour se dire philosophe, quand il dit ce savoir-là n'existe pas. Puisqu'on posera toujours la question qui est détenteur de ce savoir. M. Bach vient de le dire tout à l'heure. Si on pense que la philosophie est une réflexion personnelle, ça veut dire qu'on ne conquiert pas la philosophie en allant chez l'autre, mais on conquiert la philosophie par l'exercice de sa propre pensée. Donc on part de soi-même et on va à la rencontre de toute connaissance qui pourrait en tout cas nous grandir des connaissances que l'on peut avoir. Nicolas Ducuse disait donc une phrase répétée par Pascal, il dit « La philosophie est un cercle dont le centre est partout et la circonférence nulle part ». Ça veut dire que chaque sujet est le point de départ de la recherche. Mais je ne peux pas dire que M. X est détenteur de ce savoir, je vais le voir et une fois que je l'aurai rencontré, il me fera grâce de son savoir et à partir de ce moment, je serai philosophe. Si on répond comme ça, on va se poser la question. Socrate, que l'on considère comme le premier philosophe, il est allé vers qui? Il est allé rencontrer qui? Il a fait œuvre de sa propre connaissance, de ses propres recherches et cela lui a prévalu aujourd'hui le titre de maître de tout le monde. Maintenant, quand tu dis on ne peut apprendre qu'à philosopher, cela veut dire simplement que la philosophie est une réflexion, c'est un entraînement, c'est un exercice. C'est la même manière que vivre. Quand on vit, on ne finit jamais de vivre que lorsqu'on a fini. En tout cas, la mort nous frappe. Donc cette trajectoire, cette aventure que nous parcourons, sans jamais savoir comment elle finit, effectivement, c'est ça qu'on appelle une aventure philosophique. Donc cette aventure, quand on s'y engage, on ne doit pas s'attendre, dit Kant, à ce que quelqu'un nous fasse grâce de sa connaissance. Donc la philosophie n'est pas un savoir disponible. Si vous entendez par philosophie un ensemble de connaissances enfermées dans un manuel, dans un livre que vous devez parcuriser pour être philosophe, ce savoir-là n'existe pas. Ce qui existe, c'est quoi? C'est l'exercice que chacun fera de sa propre raison, mais cela suit bien entendu une démarche, une logique qui est basée effectivement sur des règles philosophiques. Si vous empruntez cette trajectoire, vous ferez philosophe. On pourrait comprendre donc qu'en réalité que la philosophie, ce n'est pas en réalité l'abstraction d'un savoir donc qui est figé quelque part, mais plutôt la recherche de ce. Très bien. C'est ce que dit Jean-Paul Sartre. La philosophie n'est pas. C'est vrai. Quand on dit la philosophie n'est pas, on dit alors, ça pose problème. La philosophie n'est pas, ça veut dire elle n'est pas comme le Coran. Parce que si vous voulez être musulman, si vous voulez comprendre ce que Dieu a dit, il y a un livre. Vous allez le lire, vous savez ce que Dieu a dit. Ce savoir est bien localisé.
Mais en philosophie, il n'y a pas un livre qui enferme à lui tout seul la connaissance philosophique. Très bien. Alors, M. Ba, étymologiquement, dit quelque part, philosophie signifie amour de la sagesse, Oui, amour du savoir. bien sûr, oui, c'est ça. Alors, pouvez-vous nous expliquer un tout petit peu l'étymologie même et pourquoi dit-on que là, on attribue à la philosophie cet amour de la sagesse ou cet amour du savoir? Merci beaucoup, M. Touré. Je pense que c'est le point de départ de toute réflexion philosophique. C'est d'abord de savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on désire, qu'est-ce qu'on veut. On veut savoir. Maintenant, comment savoir? Il faut d'abord aimer. Il faut d'abord aimer. Le mot aimer là a toute, disons, sa valeur. C'est l'amour, l'amitié de la philosophie, l'amitié qu'on doit avoir pour le savoir nous oblige à ne plus dormir, à continuer toujours à chercher, à se dire que ce que je trouve, il reste encore à trouver. Donc à toujours continuer le chemin, à ne jamais s'arrêter. Cet amour, bon, les savants l'ont. Vous savez très bien que Cheikh Anta Diop quittait l'IFAN après minuit. Il revenait après 6 heures du matin. Il revenait très tôt. Il quittait tard, il revenait très tôt. Pourtant, on considère que c'est un grand savant. De même, le philosophe, il est toujours inquiet. Parce qu'il considère que ce qu'il cherche, il ne peut l'obtenir qu'en l'aimant d'abord. Donc cet amour, c'est cet élan qui nous permet de reconnaître nous-mêmes qu'il y a un manque à combler, un élan qui vous mène vers ce savoir. Cet élan, vous devez également le travailler. Il ne s'agit pas simplement de dire que je m'engage à réfléchir, j'aime la philosophie. Ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Pourquoi ce n'est pas suffisant? Parce qu'un amour, même si vous aimez une fille, ce n'est pas suffisant. Il faut faire quelque chose. Il faut aller flirter avec elle. Il faut essayer de lui parler. Il faut essayer de dialoguer, d'échanger avec elle. Donc il faut s'ouvrir. Tant que cet amour est amour simple, ce n'est pas encore de la philosophie. Il faut que cet amour soit chargé aussi bien des difficultés que de bonheur. Des difficultés, pourquoi? Comme tout amour, il y a toujours une certaine, entre guillemets, jalousie. Il y a, quand on parle de philosophie, il y a des passions. Donc cette passion peut te coûter cher. Mais il y a également cette joie que vous allez obtenir, peut-être quand vous aurez au moins, ne serait-ce qu'une vérité philosophique. Ça, c'est étymologiquement, c'est ça l'amour. L'amour du grec philain, du latin philo ou philos. Maintenant, l'autre terme, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, sagesse. Du grec sophain et du latin sophia ou sophos. Tout dépend des traducteurs. Mais là également, il s'agit d'un savoir. Au début, on croyait que le philosophe est un théoricien, quelqu'un qui vit dans les niais. Mais en vérité, au départ, dès l'Antiquité grecque, quand on dit quelqu'un il est philosophe, on suppose déjà qu'il maîtrise un métier, qu'il sait faire quelque chose, qu'il sait fabriquer quelque chose. Donc, au niveau de l'étymologie du mot sagesse, il y a un côté théorique, mais également un côté pratique. Les deux intégrés. Quand on est philosophe, on est théoricien et praticien. Ne serait-ce que ce qu'on sait, on doit l'investir, on doit le partager. Il ne s'agit pas simplement de savoir et de se limiter à son savoir. Quand on sait, il faut faire l'effort pour partager, pour faire savoir ce que vous savez. Il faut également aller vers les autres. C'est tout le sens d'une allégorie, de l'allégorie de la caverne, où le prisonnier, sachant libre et sachant que ses frères sont toujours dans l'erreur et ils sont restés dans la caverne, par amour, ils retournent dans la caverne pour essayer un peu de les sensibiliser, pour qu'ils prennent conscience de leur propre ignorance. Effectivement, aider les gens à comprendre un savoir universel. Monsieur Thiam, on dit le plus souvent que la philosophie, c'est nécessairement le refus du dogmatisme. Une attitude propre aux philosophes. Comment pensez-vous? Oui, la philosophie et le refus du dogmatisme, c'est à comprendre dans plusieurs sens. D'abord, il faut savoir ce que c'est que le dogmatisme.
Le dogmatisme est une attitude, on pourrait même dire entre guillemets philosophique, qui consiste simplement à accepter, à adhérer à des idées, à des convictions sans prendre le temps de réfléchir. Il faut essayer de situer la perspective. Le philosophe Aristote, le philosophe de l'Antiquité grecque, avait l'habitude de dire que dans une certaine mesure, il y a des gens qui sont à l'aise dans l'ignorance. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont incapables, ou en tout cas qui ne sont pas prêts volontairement à faire un usage de leur propre raison. Par conséquent, qu'est-ce qu'ils préfèrent? Ils préfèrent toujours, comme le dit Kant, vivre sous la tutelle. C'est-à-dire vivre sous le commandement de quelqu'un qui les dirige, qui les guide. Kant le dit très bien. Il dit, la minorité, c'est la situation dans laquelle l'homme se trouve par sa propre faute. Pourquoi? Parce qu'il refuse de penser. Pourquoi il refuse de penser? Parce que simplement, il manque de courage, il manque de volonté. Si un individu maintenant en arrive à cette situation où l'aptitude à penser, l'audace de penser, c'est quelque chose qui ne lui est pas donné, eh bien, sa situation simplement est celle-là qui consiste à adhérer, à accepter à des idées, à des convictions qu'on lui présente. Parce que simplement, l'effort de penser n'est pas quelque chose qu'il est prêt à faire. Donc la vie nous présente des cas pratiques de ce genre où les individus refusent de penser, acceptent, se soumettent simplement à des idéologies. Dans tous les domaines que vous allez consulter, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine religieux, que ce soit dans le domaine scientifique, il y a des gens qui sont très nombreux et qui sont prêts à adhérer à des convictions, à des idées, à des théories, sans prendre le temps de réfléchir ou de questionner. Maintenant, c'est vrai, la conséquence, c'est quoi? C'est des erreurs, c'est des catastrophes souvent qui se passent, et on leur indexe, donc on les critique pour ça, mais tant que l'homme se maintient dans cette paresse, dans ce refus de penser, effectivement, il est toujours catalogué dans ce qu'on appelle le dogmatisme. C'est la raison pour laquelle on considère que la philosophie refuse le dogmatisme, parce que ce serait contraire même à la pensée philosophique. Une forme de pensée qui appelle à la critique, à la remise en question, à l'étonnement. Cela veut dire quoi? Que comme le dirait Descartes, ne jamais accepter une idée sans l'avoir au préalable analysée par la raison. Si une pensée s'exprime de cette façon, on comprendrait mal qu'elle se trahisse, comme disait l'autre, en dogmatisme, c'est-à-dire qu'elle revienne accepter, adhérer des idées sans prendre le temps de la critiquer. Donc, la philosophie refuse le dogmatisme, mais j'ai pour envie de dire aussi, il y a une certaine dogmatisme en philosophie. Et c'est ça le paradoxe. Parce que si on dit par exemple que la philosophie refuse le dogmatisme, ça veut dire que la philosophie conteste l'idée d'adhérer, d'accepter des idées ou bien des convictions sans pour autant les critiquer. Il faut aussi reconnaître que dans la pratique philosophique aussi, il y a une forme de dogmatisme. Parce que quand je dis, je refuse d'admettre des idées sans les critiquer, le fait d'adhérer à cette conviction de refus est déjà un dogmatisme. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, donc vous refusez quelque chose et vous l'affirmez. Le fait même de l'affirmer comme étant un interdit que vous posez est déjà un dogmatisme. Donc tu es dogmatique dans l'interdit que tu poses. Donc, effectivement, les philosophes ont fonctionné comme ça. Chaque philosophe était convaincu des idées, des opinions qu'il se donnait lui-même. Quand M. Ba tout à l'heure parlait d'un manque de convergence, d'un manque d'accord des philosophes, c'est parce que chacun était convaincu, persuadé que sa philosophie est la meilleure. Et c'est la raison pour laquelle toute l'histoire de la philosophie, effectivement, est remplie de ça. On a l'habitude de le dire en classe, chaque philosophe qui vient considère que ceux qui ont philosophé avant lui n'ont rien fait, et que c'est avec lui que l'histoire de la philosophie, eh bien, c'est fini, c'est terminé, puisque ce sera lui qui va répondre à toutes les questions. Souvent, je raconte cette image de Kant, Emmanuel Kant, dans la critique de la raison pure, où il commence par dire, après que, quand j'aurai fini d'écrire ce livre, toutes les questions, il n'y aura jamais une question philosophique qui ne trouvera pas sa réponse ici. Mais on s'est rendu compte qu'après avoir philosophé, immédiatement, des penseurs allemands comme Fichte, Schelling et Hegel sont venus lui dire, mon ami, tu n'as rien dit. Tu n'as dit que la moitié. Et donc voilà, ce genre de critique-là, c'est quelque chose qu'on rencontre fréquemment dans le terrain de la philosophie. Et là, il faut ajouter, de la même manière que la philosophie réfute le dogmatisme, qui est une forme d'extrême, qui consiste à tout accepter, la philosophie aussi refuse le scepticisme ou le nihilisme à l'extrême. C'est-à-dire une position qui consiste à tout réfuter. Parce qu'on a l'habitude de dire souvent, les philosophes refutent tout. Mais il s'agit d'un tout qu'il faut analyser. Parce que dans le tout, il y a ce qui est bien, il y a ce qui est mal. Mais la seule mesure, la seule possibilité de pouvoir avoir une vue correcte sur le tout, c'est de considérer que dans le tout, il peut y avoir des choses qui ne concordent pas. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Il faut faire comme Descartes. Il faut poser le tout à côté, réfuter, récuser, critiquer, dans le but maintenant de faire une analyse efficiente, efficace, pour pouvoir séparer les bonnes choses des mauvaises choses. Arrivé à cela, on comprend donc que la philosophie, comme je dis, n'est pas le dogmatisme, n'est pas le scepticisme, mais se situe entre les deux et elle tente d'avoir une position, ce qu'on appelle une position relativiste. Alors,
plusieurs positions aussi que je sens à l'intérieur aussi, c'est les philosophes. Alors, c'est comme si qui dirait que les philosophes ne sont d'accord que sur leur désaccord. Alors, ça me permet de rebondir pour penser, est-ce qu'il y a une certaine manière de philosopher, monsieur Ba? Si vous sentez en réalité que déjà chez Socrate, il y a une façon de philosopher avec la maïeutique, je pense. Ouais. Alors, y a-t-il donc une façon typique de philosophie où y a-t-il plusieurs manières aussi de philosopher? Oui, il y a plusieurs manières de philosopher. Et quand je le dis aussi, je peux affirmer en même temps qu'il y a une manière de philosopher. Pourquoi il y a plusieurs manières? Parce qu'il y a plusieurs philosophes. Chaque philosophe a sa manière particulière de philosopher. Donc à la fois, il y a une et plusieurs manières. Il y a une philosophie et des philosophies. Donc pour Socrate, vous l'avez dit, Socrate, on le connaît principalement pour deux raisons. La première raison, c'est son refus du dogmatisme, son refus de l'ignorance. Parce que à la période où il vivait, il y avait des personnages qu'on appelait des sophistes, des personnages qui vendaient leur savoir et qui monnaient leur connaissance. Lui, Socrate, il se considérait comme un ignorant, quelqu'un qui ne savait rien, mais qui voulait au moins savoir ce que les autres savent. Il questionnait les autres pour qu'ils lui disent ce qu'ils savent de ce qu'ils demandent lui. Les autres disent qu'ils savent. Maintenant, qu'est-ce qu'ils savent de ce qu'ils disent qu'ils savent? Voilà la question de Socrate. Vous dites que vous connaissez ce qu'est la vertu, mais il vous demande, vous qui connaissez ce qu'est la vertu, qu'est-ce que la vertu? Vous dites que vous êtes le maître de ce qu'est le beau, mais il vous demande qu'est-ce que le beau? Et souvent, quand il commence à interroger ceux qui savent, ce sont ceux qui se considèrent comme savants qui découvrent eux-mêmes que leur savoir est complètement, disons, anodin, banal. Et c'est eux-mêmes qui le découvrent et qui l'affirment. Finalement, ils acceptent avec Socrate qu'ils ne savaient pas exactement. Donc, ils acceptent leur propre nuance. Donc, lui, son point de départ, c'est « je sais que je ne sais rien ». Donc, finalement, quand il discute avec quelqu'un, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec la technique de la maïeutique, questionnement, question, réponse, réponse, question, finalement, on arrive à un accord. L'accord, c'est quoi? C'est que l'autre, par le questionnement socratique, arrive à découvrir lui-même ses propres erreurs, ses propres insuffisances, sa propre ignorance. Parce que ce qu'il savait n'est qu'un savoir, disons, banal, comme je dis tout à l'heure, ordinaire, un savoir de la doxa, comme on le dit. Accepter donc. Oui, accepter en réalité par tout le monde. Voilà, accepter son ignorance pour pouvoir philosopher, pour engager la réflexion philosophique. Parce que là, vous n'allez plus se contenter de ce que vous recevez du dehors, mais par vous-même, vous vous efforcez de réfléchir et de trouver des réponses par vous-même, en dedans de vous-même. Voilà. Professeur, il y a ce qu'est la philosophie et ce que la philosophie n'est pas. Comprendre la philosophie, c'est donc comparer la philosophie à d'autres disciplines comme la science. Est-ce possible? Bon, on peut dire que ça porte sur ce qu'on appelle les spécificités de la pensée philosophique. J'avais rappelé tout à l'heure qu'une spécificité est un caractère, une marque propre à une réalité, qui nous permet de pouvoir la distinguer. Effectivement, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui permet de distinguer la philosophie. Parce que quand on distingue une chose, on la distingue de ce qu'il n'est pas. Ici, il s'agit de distinguer la philosophie de toutes les autres disciplines qu'elle n'est pas. En l'occurrence, vous avez à côté la science, vous avez à côté la religion, vous avez les autres types de connaissances qui existent autour d'elle. Mais pour y arriver, on va toujours poser la question telle que vous l'avez posée, ce que la philosophie n'est pas. Alors c'est une logique que les professeurs de philosophie et les élèves arrivent parfois à comprendre. Parce qu'on leur fait comprendre que souvent, quand on a des difficultés à connaître une chose, on peut procéder par ce qu'on appelle une élimination. On cherche à savoir ce qu'elle n'est pas. Premièrement, on leur fait comprendre que la philosophie n'est pas la science. Parce que, effectivement, la science a ses modalités d'exercice, d'application. La philosophie aussi a ses modalités d'application. Bien vrai que toutes les deux disciplines concourent vers la voie de la connaissance. Maintenant, si la philosophie n'est pas la science, si la philosophie n'est pas la religion, si la philosophie n'est pas le mythe, qu'est-ce qui distingue la philosophie de ces connaissances-là? On pourrait dire, par exemple, dans le cadre du mythe, qu'est-ce qui fait que la philosophie n'est pas le mythe? D'abord, le mythe, dans sa définition même, c'est quoi? C'est un récit, on a l'habitude de dire, légendaire, imaginaire, sacré, qui tente d'expliquer l'origine des choses, mais en s'appuyant sur des êtres surnaturels. On convoque des dieux, des démons, des esprits, des demi-dieux,
pour dire d'où la chose provient. Alors, quelle est la particularité de ce genre de récit? C'est que l'homme ne fait pas un usage plein de sa raison. Au contraire, il préfère abandonner sa raison au profit des êtres supérieurs capables de lui apporter des réponses. Notre société est remplie de choses de ce genre. Quand un phénomène bizarre se produit, quand une réalité extraordinaire se produit, vu que notre raison a du mal à comprendre l'origine, on fait toujours recours à des explications provenant de l'imaginaire. Et chaque culture est remplie de ces mythes. Quand vous allez chez les Peuls, chez les Wolofs, chez les Diola, chaque culture rayonne effectivement d'un ensemble de schémas mythiques qui nous permettent aussi de pouvoir au moins dissiper notre ignorance. Je le dis, le mythe n'est pas à congédier, à chasser, à répugner. Pourquoi? Parce que au moins, ça nous permet de satisfaire notre curiosité. C'est vrai qu'un discours scientifique n'est pas là, mais au moins quand on s'accroche à l'explication mythique, on peut être à l'aise. Souvent, il faut attendre... quand j'étais à Sédhiou, souvent, parce que j'ai servi au lycée Ibou Diallo, tout à l'heure je vous ai dit, il y a une réalité qui se présente là-bas à chaque époque et qui est très facile à utiliser comme image pour faire comprendre aux élèves la réalité du mythe. C'est ce qu'on appelle souvent les crises épileptiques des élèves. En période de mois de mai, souvent vous faites cours pendant la journée, vers 10h, 11h. Dans la cour de l'école, vous entendez des cris, les élèves tombent. On a du mal à expliquer ça. Vous faites venir un médecin, le médecin vous dit, il va bien, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Vous amenez l'imam va faire des formules, va réciter des fatihs et autres, mais après, rien du tout. Alors souvent, vous expliquez aux élèves que avant que ce lycée ne soit construit, il y avait quelque chose ici, ainsi de suite. Immédiatement, ils s'accrochent à ce discours, parce qu'ils n'ont rien d'autre qui puisse infirmer ou confirmer donc les dires. Voilà, donc le mythe a sa présence et a son importance dans le schéma de compréhension de notre culture. Maintenant, la philosophie, elle, n'est pas le mythe. Parce que si vous expliquez un mythe à un professeur comme Moucheba, il va toujours vous imposer des règles. Quelles sont les règles? Je n'accepte que ce que la raison peut comprendre. Or, dans le mythe, il y a des récits, il y a des discours, il y a des mots, il y a des réalités que la raison elle-même a du mal à déchiffrer. Donc, il sera très difficile pour quelqu'un qui ne fait confiance qu'à la raison, pour quelqu'un qui n'utilise que sa raison, de lui faire entendre un discours mythique. C'est pourquoi on le dit toujours dans l'enseignement de la philosophie est née, mais dans sa naissance, elle a rompu avec la pensée mythique. C'est à travers cette rupture, cette cassure que la pensée rationnelle a émergé. Donc, selon ces manières de dire, ces modalités d'expression, la pensée philosophique qui est fondée sur la rationalité, la critique, la discussion, le débat public, ne peut pas être effectivement comparée au mythe qui lui cherche à atteindre un discours camouflé, caché, où effectivement on convoque des êtres qui tombent du ciel pour leur dire simplement que voilà l'origine des choses. Donc, cette différence-là, elle est nette. Mais on verra, parce que M. Ba, que je connais bien, je sais qu'il a un peu un penchant vers la philosophie ancienne et médiévale. Platon se servait des mythes pour faire de la philosophie. Ouais. Et c'est un paradoxe. Même Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. Donc voilà, tous les philosophes se servent du mythe. La philosophie née du mythe. Et contre le mythe. Voilà. Non, oui, on peut dire mieux. On va dire la philosophie est née du mythe, et contre le mythe, et utilise le mythe. Mais se sert du mythe comment? C'est ça qui est important à dire. Quand un philosophe utilise le mythe, ce n'est pas pour rendre vrai le mythe. Mais les philosophes se servent du mythe pour illustrer, pour donner des exemples. Chacun est libre de prendre un exemple sur un élément, mais une fois que le message qu'il veut passer passe, le mythe doit être abandonné. Donc ça ne donne pas de la vérité au mythe, mais ça vous permet simplement d'illustrer votre pensée. Platon s'en est servi, Sartre s'en est servi, ainsi de suite. Maintenant, sous cet axe-là, la philosophie diffère du mythe fondamentalement. Elle cherche effectivement à combattre les formes de pensée mythique, et sa naissance a eu lieu dans ce contexte-là. On a l'habitude de le dire aux élèves, la pensée philosophique est née à travers la rupture mythos-logos. Mythos, c'est le mythe, logos, ça veut dire la raison. Maintenant, sous un autre angle, on a dit la philosophie, ce n'est pas la science. Et vous me permettrez tout simplement de parler aussi à Mousseba, parce que c'est un spécialiste de parler un petit peu aussi de philosophie et mythe. Philosophie et mythe. Bon, je vais dire peut-être, je vais ajouter deux choses. Ce que M. Tian a dit est déjà suffisant. Mais je peux dire que le philosophe s'intéresse au mythe principalement pour deux raisons. D'abord, son caractère pédagogique, il l'a dit tout à l'heure. C'est pour pouvoir illustrer. Parce que quand vous continuez un discours, disons, rigoureux, ardu, les gens ont mal à comprendre. Mais quand vous utilisez des réalités, disons, autour d'eux, qu'ils connaissent, et vous prenez des exemples dans la mythologie, dans la religion, là, ils comprennent vite. Et
Dès qu'ils comprennent, vous délaissez le mythe, vous délaissez la religion pour avancer. Là, vous les avez tendu une perche pour qu'ils comprennent. Donc, c'est son caractère pédagogique. Ensuite, le mythe également a une fonction symbolique. Parce que dans les mythes, on parle des êtres surnaturels, on parle des animaux qui se parlent, on parle des morts qui reviennent, etc. Tout ça, c'est pour mieux faire comprendre à l'homme que malgré toutes les difficultés que nous avons pour comprendre les réalités en invoquant le mythe et la religion, mais nous pouvons connaître sans passer par le mythe, sans passer par la religion, pourvu qu'on soit courageux et qu'on ait la force d'utiliser notre propre raison. Parce que notre raison peut nous donner satisfaction. Nous pouvons ne pas passer par le mythe, nous pouvons ne pas passer par la religion pour expliquer les choses. Par exemple, dans une année, il y avait quelque part ici dans le Jolof, disons un jet d'eau, un jet naturel d'eau. Les gens sont venus un matin, ils ont vu de l'eau sortir de la terre. Là, ils étaient étonnés. Les gens disaient qu'il y a un wali qui a dormi ici hier, etc. etc. On a dit n'importe quoi, on a dit n'importe quoi. Mais après, on leur a dit que bon, il y a une nappe souterraine, donc qui peut monter, La nappe peut monter. À un certain moment, quand ça monte, ça peut percer la terre et jeter l'eau dehors. Uniquement une explication rationnelle, simple. Et les gens c'est une explication aussi scientifique. Oui, c'est scientifique. Et ça nous permet aussi de rebondir un petit peu sur philosophie aussi et science. Alors, les deux disciplines du temps, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, possèdent ce qu'on appelle la raison, utilisent la raison comme matière à réflexion. Alors que nous sentons en vérité que chez le scientifique, la démonstration est toujours objective, alors que chez le philosophe, c'est subjectif. C'est le scientifique, si on cherche l'universalité, chez le philosophe, on cherche la personnalité. Contradictoire. Pourtant, on dit que la philosophie n'est pas la science. Monsieur. D'accord. Donc, vous avez raison sur un aspect que vous avez bien souligné. Mais quand on aborde aussi ce genre de questions dans les salles de classe, on montre aux élèves aussi une chose, c'est que quand on est en philosophie, on pense toujours à partir d'un point de vue. Alors, ce point de vue est le suivant. Souvent, les élèves m'interpellent sur ça, parce qu'à travers les livres qu'ils lisent, ils entendent la philosophie en tant que science. Mais parce qu'il y a science et science. Il y a science au sens institutionnel, science comme des disciplines. Il y a science au sens épistémique, au sens savoir. Si on dit que la philosophie est science, cela veut dire simplement que c'est une forme de savoir. C'est-à-dire que c'est une matière que l'on exerce, que l'on applique dans le but de conquérir des savoirs. Effectivement, dans l'époque de l'Antiquité grecque, la philosophie avait ce statut-là. Aristote avait dit que la philosophie, c'est la science mère. Ça veut dire que c'est la science de toutes les sciences, comme les élèves ont l'habitude de dire. Mais quand on est dans le cadre de science au sens institutionnel, au sens institué, effectivement, la philosophie n'est pas la science. En tout cas, la philosophie n'est pas une science. Alors, si on dit la philosophie n'est pas la science, c'est parce qu'on peut les distinguer sur plusieurs points, sur plusieurs axes. D'abord, j'ai l'habitude de dire ça aux élèves, ce qui distingue en premier philosophie et science, c'est que la science a un objet d'étude bien défini. Chaque discipline scientifique étudie un aspect de la réalité. Alors que la philosophie, son ambition est d'être illimitée. En d'autres termes, la philosophie se veut la connaissance de tout. Donc, à partir de ce niveau, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, en philosophie, on n'a pas un objet d'étude bien défini. En tout cas, la philosophie n'a pas un objet d'étude précis et particulier. Alors que la science, elle, ou chaque science, en tout cas, a un objet d'étude bien défini. Vous êtes professeur de lettres modernes, mais quand vous interrogez vos amis scientifiques, les historiens, etc., chacun est cantonné dans son domaine. Tout à l'heure, je discutais ce matin avec M. Touré, CM1, quand il parle des choses, des connaissances physiques, il s'en tient au domaine physique. Mais quand vous lui posez des questions liées à la géographie, immédiatement, il va convoquer son ami. D'accord? Parce que c'est ça le problème, en tout cas, qui permet de différencier la philosophie des sciences sur le plan de leur objet. Ils n'ont pas les mêmes objets. Ensuite, on verra effectivement que philosophie et science n'ont pas les mêmes démarches. D'accord? D'abord, quelles sont les démarches de la science? On a l'habitude de dire que la démarche scientifique est une démarche objective. Alors que la démarche philosophique est une démarche subjective. Je parle sous le contrôle de M. Ba. Alors, la démarche scientifique, elle est objective, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en science, on ne dit pas les choses en fonction de sa propre personne, mais on les dit en fonction de ce que les choses sont. Ça veut dire que le sujet n'a pas à se mélanger ou à se mêler de ce que la chose représente. On ne dit pas la chose telle qu'on le veut, telle qu'on le sent, mais on les dit telles qu'elles sont.
On ne part pas de soi vers l'objet, au contraire, on met tout dans l'objet. Cette démarche est une démarche objective, ne dire de la chose que ce qui est dans la chose, au détriment de ses sentiments, voilà. Alors que dans la philosophie, qu'est-ce qu'on avait dit? La philosophie est de réflexion personnelle. Pourquoi? Parce que chaque personne porte ses caractères, ses vécus, ses sentiments, ses visions dans sa propre philosophie. M. Ball enseigne dans sa salle de classe, chaque philosophie est tributaire de la personne de son auteur. On ne peut pas séparer un philosophe de sa philosophie, parce que chacun philosophe a sa manière. Les Allemands disaient ça, la philosophie est une vision du monde. Maintenant, si vous dites, attention, si vous dites la philosophie elle est subjective alors que la science elle est objective, et que vous vous arrêtez là, vous n'avez pas encore résolu le problème. Parce que quelqu'un pourrait croire, sujet de baccalauréat qui a été donné, la science elle est objective, mais est-ce que c'est une objectivité absolue? Est-ce que la science est totalement objective? On se rendra compte que non. Il y a une grande part de subjectivité dans la science. C'est-à-dire que la science cherche à être objective, mais l'objectivité qu'elle peut atteindre est souvent affectée par des éléments de subjectivité émanant du sujet lui-même. J'ai donné l'exemple aux élèves la dernière fois. Je leur dis, si on dit que la science est objective, prenez le cas d'un médecin. Normalement, sa pratique doit être objective. Tout ce qu'il fait doit être cadré dans un domaine objectif. Le médecin doit être objectif. Mais pourtant, quand vous devez aller à l'hôpital, souvent, qu'est-ce que font les dames ou bien les gens? Ils se demandent qui est de garde aujourd'hui. On demande c'est telle famille, dit ah, si c'est telle personne qui est de garde, je n'y vais pas. Pourquoi? Parce que si c'est Nafi, on va dire il y a du Nafi dans ce que Nafi fait. Donc il y a une subjectivité dans le travail quelque part du savant. Donc il est très difficile pour le savant de lui demander d'enlever, d'ôter, de supprimer ses sentiments, ses religions, ses croyances, ses jugements, pour ne dire avec objectivité que ce que la chose est. C'est très difficile. C'est pourquoi on a l'habitude de dire qu'en science, l'objectivité est un idéal. Ça veut dire qu'on la cherche, mais on ne parvient pas à la conquérir de manière définitive. On ne l'attaque pas. Voilà. Monsieur Ba. Alors, d'ailleurs, de plus en plus, avec la physique quantique, voilà. On s'est rendu compte, effectivement, qu'il y a toujours les sentiments, les éléments du sujet dans ce qu'il étudie, dans l'objet qu'il étudie. Il y a toujours l'influence, disons, de ses sens, de sa sensibilité dans l'objet qu'il étudie. Soit sa vue, hein, soit son toucher, hein, soit son ouïe, etc. Donc toujours, il y a quelque chose qui interfère dans ce qu'il étudie. Toujours, mais un élément sentimental, un élément de sensibilité, un élément subjectif. Voilà, les physiciens ont aujourd'hui des problèmes. Je voulais préciser juste sur un aspect tout à l'heure que vous avez dit, pour attirer un peu l'attention, parce que souvent les élèves, pour leur donner des choses, il faut faire très attention. On dit souvent que la science est universelle, la philosophie est relative. On peut expliquer ça. La science est universelle parce que ces vérités s'appliquent partout et pour tout le monde. 1 plus 1 égale 2 est valable partout. 1 plus 1 est valable chez chaque individu. Alors que cogito ergo sum n'est valable que chez Descartes. Voilà, vous nous suivez toujours donc sur UD TV et nous recevions donc M. Ba et M. Tian, professeur de philosophie ici dans la commune de Dara. Bien, doyen Ba, Saint-Augustin nous dit le plus souvent qu'en matière de religion, il faut croire et ne pas comprendre. Alors qu'en philosophie, il faut d'abord comprendre avant de croire. Cette distinction entre religion et philosophie, comment pouvez-vous l'expliquer? Oui, nous l'expliquons très facilement. Nous avons dit dès le départ que le philosophe, lui, il a confiance en sa raison. Donc tout ce qu'il dit, il doit le justifier rationnellement. S'il ne comprend pas, il ne peut pas justifier. Alors que dans le domaine religieux, vous l'avez dit, souvent, on n'a pas besoin de raisonner. On n'a pas besoin d'exercer sa raison pour mesurer, évaluer les vérités. Souvent, on adhère et on donne confiance à la force qui fait que nous adhérons à un Dieu, à une divinité, etc. Donc, c'est elle qui prime sur peut-être notre raison. Alors qu'en philosophie, le philosophe pense que même les philosophes religieux, ils pensent effectivement qu'il faut toujours exercer sa raison. Maintenant, c'est lorsque la raison ne peut plus satisfaire qu'on pourrait peut-être accepter
que la raison actuellement là, elle est limitée et que j'essaie d'adhérer, d'accepter sans comprendre. J'adhère sans comprendre, je crois. Mais la croyance, elle est partout. Ce n'est pas seulement dans le domaine religieux qu'on retrouve la croyance. Même dans le domaine des mythes, quand on parle de croyance, dans le domaine des mythes, c'est les croyances. Dans le domaine parfois même des idéologies, c'est les croyances. Dans le domaine, disons, même philosophique, il y a une certaine croyance à l'intérieur des philosophes. Dans le domaine politique, il y a beaucoup de politiciens qui vous promettent, mais qui ne font jamais ce qu'ils ont promis une fois élus. Donc ça, également, vous le croyez, une fois élus, ils vous déçoivent. Donc là, vous avez adhéré par croyance. En philosophie également, souvent, bon, il y a des gens qui renient leurs pensées. Ils progressent, mais à un certain moment, ils découvrent d'eux-mêmes que ce qu'ils croyaient être vrai ne l'est pas. Donc cela, ils versent cela dans le domaine de la croyance. Donc dans presque toutes les entreprises de connaissance de l'homme, il y a toujours une certaine confiance à sa raison qui vous permet de connaître, de justifier. Mais une fois que vous découvrez que dans un certain domaine, votre raison ne peut plus aller, vous pouvez accepter à un certain moment, adhérer et croire ce que vous n'avez pas pu justifier. Vous y adhérez par, disons, croyance. Parfaitement, parfaitement. Philosophie, M. Thiam, dit-on, n'est pas donc religion. Car Pascal affirme que c'est le cœur qui sent Dieu et non la raison. N'est-ce pas donc un danger de croire? Bon, n'est-ce pas un danger de croire? Je ne dirais pas que c'est un danger. Mais en tout cas, il y a une forme de croyance. Il y a une forme de croyance qui peut constituer dans une certaine mesure un danger. Parce que quand vous l'étudiez sous l'angle de la philosophie, on vous dira la philosophie ne réfute pas la croyance, mais elle réfute une certaine forme de croyance. De la même manière aussi, la religion réfute une certaine forme de croyance. Parce que j'ai l'habitude de dire en classe que si la religion est une croyance, toute croyance n'est pas religieuse. D'accord? Donc c'est la raison pour laquelle même le musulman, le chrétien, il est obligé de faire ce qu'on appelle un toilettage de sa propre foi. Ça veut dire d'épurer l'ensemble des choses qui peuvent constituer des dangers, des obstacles et qui sont des freins qui peuvent t'amener donc vers Dieu. Et donc chaque jour, dans la pratique même du musulman, on ne cesse de faire effectivement cette remise en question. C'est-à-dire qu'on met à jour notre foi. Chaque fois que le musulman s'apprête à prier les 5 prières par jour, effectivement c'est une remise en cause de sa propre foi. Parce qu'on réhabilite, on remet à jour ce qu'on appelle une remise à jour de notre propre foi. Maintenant, comme le dit Pascal, nous étions arrivés à un moment donné où effectivement les gens avaient toujours l'habitude de faire la séparation entre ce qui est de l'ordre de la religion et ce qui est de l'ordre de la philosophie. Sous le principe justificateur selon lequel la philosophie est une affaire de raison alors que la religion est une affaire de foi. Du coup, opposer philosophie et religion, c'est un peu opposer foi et raison. Maintenant, est-ce que cette opposition se justifie? C'est ça la grande question. M. Ba vous a montré tout à l'heure que dans le domaine de la pratique philosophique, l'argument, le principe fondamental sur lequel la philosophie s'appuie, c'est que c'est la raison qui prime sur tout. Il y a un magnifique texte de Marcien Toa où il explique les deux principes de fonctionnement de chaque discipline. Il dit la religion conçoit l'esprit humain comme borné, limité, ayant donc besoin que certaines vérités mystérieuses lui soient révélées. C'est donc du fait que l'être humain a un esprit limité, qu'il a besoin de s'attendre à ce que des vérités surnaturelles lui soient transmises par l'intermédiaire de la prophétie. Alors que la philosophie, elle, s'appuie sur le principe diamétralement opposé. Quel principe? Jamais une chose, jamais une vérité ne peut être acceptée qui ne soit pas passée par la raison. Donc si on écoute Marcien Toa, on arrive effectivement à cette thèse de Pascal, que foi et raison s'appuient sur des principes qui sont complètement opposés. Mais Pascal nous dit que non. Pascal nous dit que les deux peuvent marcher ensemble. Kant même nous dit que ces deux peuvent marcher ensemble. Pourquoi ils peuvent marcher? Kant nous dit qu'il faut simplement faire la part des choses. Il y a ce qui est de l'ordre de la connaissance, il y a ce qui est de l'ordre de la foi. Quand nous sommes dans le terrain de la connaissance des choses et des événements, nous sommes appelés à chercher à comprendre. Mais quand nous arrivons à une hauteur où désormais notre raison se sent faible, notre raison n'est plus apte, on doit faire taire cette raison et maintenant accorder la foi à la croyance.
quand c'est un peu quelqu'un qui trace une frontière entre ce qui est domaine du sensible et ce qui est de l'ordre du spirituel. Et il dit maintenant, celui qui est bouleversé, celui qui est dans les problèmes, c'est celui qui n'arrive pas à trouver cette ligne. Dès que vous mélangez les deux, vous mélangez immédiatement foi et raison. Mais quelqu'un peut être parfaitement un philosophe et bien s'occuper de sa propre religion sans pour autant avoir un problème. Il faut simplement comprendre la ligne. Et c'est exactement ce qu'il nous dit. Il dit foi et raison sont deux foyers de lumière. Et ce sont deux foyers de lumière que l'homme doit chercher à utiliser pour arriver à sa destination. Il dit, le fait de vouloir philosopher sans le cœur ou de vouloir avoir une religion sans la philosophie, c'est comme se crever un œil pour mieux voir. Donc, nous avons ces deux lumières et nous devons apprendre à nous en servir. Seulement, maintenant, chaque individu doit savoir effectivement quelle modalité, quel principe appuyer pour pouvoir arriver à cette pratique-là. Mais ces deux peuvent réellement converger. Certainement. Mais ce qui me fait peur un tout petit peu, c'est que dès l'instant qu'on dit que philosophie, c'est douter, si je dois croire et que je dois d'abord douter, ça pose problème au doyen Ba. Oui, non, c'est Dieu même qui recommande de douter d'abord, avant, disons, de croire. Dieu dit dans l'Hadith al-Qudsi que ceux qui veulent m'adorer, qu'ils me connaissent d'abord. Car si vous ne me connaissez pas, comment vous allez m'adorer? Donc il faut d'abord douter, même de l'existence de Dieu, même de sa propre foi. Il faut oser, comme j'avais dit au départ, il faut oser tout remettre en question. Maintenant, progressivement, si vous délaissez, vous allez installer des vérités que vous avez construites par vous-même, en vous-même, du dedans de vous-même. Donc là, vous n'avez plus besoin de croire comme les autres croient, de pratiquer votre foi comme les autres le font. Vous avez votre propre ligne, votre propre chemin. Même si il y a une communauté de croyants, il y a une certaine verticalité que vous avez qui vous relie à votre Dieu que l'autre n'a pas. Vous avez une certaine ligne que vous avez avec la communauté de croyants que l'autre n'a pas. Parce que vous avez la foi sûre, certaine, qui vous émane de vous-même et qui vous rapporte à Dieu, qui vous rapproche également, aux autres croyants. Oui, excusez-moi encore de vous poser cette question. L'homme de Dieu, l'homme de Dieu, peut-il être philosophe? Oui. Dans l'histoire de la philosophie, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont des philosophes. Et même chez nous ici, tous les grands hommes de Dieu, Ahmadou Bamba, etc., tous c'est des grands philosophes. Hein. Ils ont une certaine vision du monde qui fait dire aux philosophes que celui-là, véritablement, ne peut pas être sorti des cercles de grands philosophes. Tous les grands religieux, tous les grands saints. Pourquoi? Parce que la philosophie, ce n'est pas seulement qu'un discours, ce n'est pas seulement qu'un questionnement. La philosophie, également, c'est un style de vie, c'est un savoir-vivre. Et dans ce cas, il faut vivre avec les autres, s'ouvrir aux autres, avoir une certaine tolérance par rapport aux autres, savoir pardonner, etc. C'est ça aussi une philosophie. Si ça sort de la philosophie serait asséchée. Donc il faut qu'il y ait des valeurs éthiques et morales qui viennent compléter le discours et le questionnement. Certainement. Une question osée. Philosophie mouride, philosophie tidjane, philosophie laïenne, philosophie baïfal peut-être. À quoi ça vous fait penser? Bon, ça c'est... Oui, il faut pas on prend l'expression, on l'utilise à tort et à travers. Ma philosophie c'est le baïfalisme, ma philosophie c'est Bamba, ma philosophie c'est ceci. Pas plus tard qu'hier, j'étais en train de développer un peu quelque chose qui est relatif à ça, qu'on appelle la philosophie spontanée. Partant du principe que tout le monde est philosophe. Maintenant, ça aussi, ça a son origine. Vous savez, au lendemain de la mort de Socrate, en Grèce, vers moins 320 jusqu'à moins 30 avant Jésus-Christ, qui coïncide avec ce qu'on appelle la mort d'Alexandre le Grand, il s'est passé une chose. Ça veut dire qu'on a assisté à une floraison d'écoles. Des écoles de pensée qui désormais disent, nous allons incarner la philosophie comme mode de vie. C'est-à-dire que chez Socrate, tout comme les penseurs d'avant, la philosophie était un art de penser, une maîtrise parfaite de la connaissance, ainsi de suite. Mais à partir de ce moment où effectivement on considère la philosophie comme simplement un art de penser, on a aussi des problèmes parce que chez ces penseurs, on va être témoin d'une chose, la philosophie va devenir un art de vivre.
M. Ba, au début, faisait une référence par rapport à un axe très important, c'est que le philosophe doit être celui vers qui convergent la théorie et la pratique. Donc, les deux réalités doivent converger vers la personne du philosophe. Et c'est la preuve qui avait poussé Platon dans la République à dire les philosophes doivent être rois et les rois philosophes. D'accord? Parce qu'il doit être la personne qui incarne l'autorité théorique, mais aussi l'autorité pratique. S'il est un exemple de ce type, effectivement, il doit être celui qui gouverne. Cela colle aussi à la dynamique qui s'est passée au lendemain de sa mort, où la philosophie était devenue un art de vivre incarné par des écoles comme les épicuriens, les stoïciens, les cyniques et les autres. Maintenant, l'héritage que ces gens, effectivement, avaient laissé a fini par poser ce même débat qui fait que, finalement, quand quelqu'un maîtrise un domaine ou s'exerce dans une réalité qui porte ses convictions et ses propres sentiments, on a tendance à considérer comme sa propre philosophie. De telle sorte que, voilà, on a la philosophie des Wolof, la philosophie des Baïfal, la philosophie... Ça veut dire simplement un art de vivre, un mode de vie. Donc, philosophie en foulard, philosophie foulard, comme bien sûr, vous l'incarnez bien, je sais pas. Ouais. Expliquez-nous comment se passe cette philosophie foulard, s'il vous plaît. Philosophie poulard, bon, il y a ce qu'on appelle en poulard le poulaou. Il y a certaines réalités dans le poulard qui n'existent pas peut-être dans d'autres cultures. Par exemple, à Doubnar, quelqu'un vous rencontre, il vous dit, je vous ai tellement entendu, j'ai tellement entendu le nom de M. Touré, comme je vous ai rencontré, de visu, donnez-moi quelque chose qui symbolise l'amour que j'avais pour vous avant de vous voir. Ce qu'on appelle Boudinaral. Voilà, ça n'existe peut-être pas. Et il y a aussi ce qu'on appelle Fongere. Voilà, vous avez des invités, ils viennent, ils mangent, à un certain moment, l'un d'eux vous demande quelque chose. Et vous dites, est-ce que, par exemple, votre maman est toujours là ou bien quelque chose comme ça, alors qu'il a déjà mangé. Donc, c'est comme une espèce de sali, comme on dit. Voilà. Il y a ces choses-là. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup comme ça dans le poulard, qu'on appelle le poulabou, qui fait qu'on pourrait parler de la philosophie poulard ou peul. Il y a aussi la philosophie des sports, actuellement. Il y a la philosophie d'entreprise. D'entreprise, voilà. Donc, partout, il y a une certaine philosophie, il y a un style de vie, de faire, d'entreprendre, qui fait que, bon, dans toutes les activités humaines, qu'elles soient scientifiques, qu'elles soient autres, économiques, politiques, il y a toujours quelque chose qui est là, surtout chez les anglo-saxons. Chez les anglo-saxons, vous ne pouvez pas avoir un diplôme sans que ce diplôme ne soit étiqueté de PH, qui signifie philosophie. Donc on met PH, chimie. Si vous avez par exemple votre doctorat en chimie, on met PH, chimie, doctorat. Quelque chose comme ça. Donc le PH qui vient toujours avant, ça veut dire qu'il faut d'abord passer par le PH, la philosophie, pour obtenir ça. C'est la mère des voilà. Je précise juste que, comme je viens de dire, il y a la philosophie Peul, il y a la philosophie Baïfal, la philosophie Mouride, qui colle à l'idée de ce qu'on appelle la philosophie spontanée. Mais il faut préciser, ce n'est pas parce que les gens l'appellent philosophie que c'est forcément une philosophie. On entend philosophie dans ce sens, on entend philosophie au sens de mode de vie. Mais si la philosophie est un mode de vie tel que pratiqué par les anciens, n'importe quel mode de vie n'est pas une philosophie. C'est la raison pour laquelle cette appellation a fini par continuer, par dériver, et les gens ont fini par l'accepter comme ça. Mais ça n'a rien à voir avec la philosophie professionnelle. Parce que la différence, elle est simple. Quand on parle de philosophie spontanée, c'est une philosophie qu'on acquiert par le biais du milieu culturel, de l'environnement social, des vécus que nous avons eus. Donc c'est une philosophie qui vient vers nous. Nous y avons baigné, nous y avons vécu par le langage. Tout à l'heure, il a parlé. On a l'habitude de dire en Wolof que Koti Barma est un philosophe. Simplement du fait qu'il a récité un peu ces 5 boutades-là, etc. Donc c'est l'environnement culturel, le langage, la culture et la religion dans lesquelles nous avons baigné, qui finit par nous affecter à tel point qu'on mérite de cette philosophie. Mais on n'a fait aucun effort pour l'obtenir. Ça n'a rien à voir maintenant avec l'engagement personnel du philosophe qui, lui, prend la décision de faire exactement ce que Socrate avait fait. Ça veut dire quoi? Tourner le dos à ses valeurs, tourner le dos à sa culture, tourner le dos à ses opinions, pour désormais, comme dira Descartes, faire table rase et engager une nouvelle reconversion. Ça, c'est une philosophie professionnelle, une philosophie académique. Voilà. Alors, nous ne pouvons pas donc finir cette émission sans pour autant un petit peu toucher à ce qui concerne un petit peu les évaluations, la méthodologie. Les élèves comprennent parfois, mais ont des difficultés pour asseoir une connaissance philosophique sur papier. Alors, quels sont les exercices qui sont proposés le plus souvent en philosophie en classe de terminale? Oui, en classe de terminale, en général, il y a 2 types d'exercices.
il y a la dissertation et l'étude de texte. Bon, au second groupe, on propose aux élèves un TSQ, un texte suivi de questions. Mais généralement, c'est 2 sujets de dissertation et 1 sujet texte à l'examen. Maintenant, dans les classes, on peut proposer le même type, comme on peut proposer aussi autre chose. Tout dépend du professeur et de sa façon de progresser. Alors, ces dernières années au bac, n'avez-vous pas senti que les élèves un tout petit peu ont un choix entre le commentaire ou la dissertation? Parce que nous, en littérature, nous avons senti en réalité que les élèves délaissent le commentaire pour maintenant s'approprier tout simplement la dissertation qu'ils font d'ailleurs très mal. Alors, oui, chez nous aussi, c'est comme ça. Hein. Bon, dans un jury, vous trouvez peut-être une dizaine d'élèves, de 300 candidats, vous trouvez une dizaine, maximum une vingtaine d'élèves qui choisissent le texte. Donc ça veut dire que ce qui est valable pour la littérature est également valable pour la philosophie. Mais je dis que souvent les élèves, bon, de manière générale, n'en sortent pas. Ceux qui choisissent le texte, souvent également ont plus de chances que ceux qui choisissent la dissertation. Parce que la dissertation, l'exercice de la dissertation a ses propres exigences qu'il faut connaître d'abord et pouvoir appliquer en fonction des sujets. Parce que chaque sujet est singulier et particulier. Que faut-il faire pour réussir une bonne dissertation? Voilà. Que faut-il faire? Au Sénégal, bon, les professeurs de philosophie et les inspecteurs, on s'est accordé sur au moins 4 compétences que l'élève doit avoir pour réussir sa dissertation. La première compétence, c'est de pouvoir déchiffrer un sujet, connaître le problème qu'il pose et conceptualiser, ce qu'on appelle la conceptualisation. Clarifier les concepts difficiles qui sont contenus dans le libellé. Donc ça, c'est la première compétence. La deuxième compétence, c'est ce qu'on appelle la problématisation. Après avoir sorti le problème, vous devez savoir que ce problème, tel qu'il est, il n'est pas résolu automatiquement. Il demande à être, disons, éclaté, explosé. Bon, il y a un inspecteur français qui dit qu'un sujet doit être liquéfié d'abord, avant d'être problématisé. Donc, il faut vraiment écraser complètement le sujet, le libeller, pour pouvoir sortir le problème, parce que le problème n'est pas donné. Il faut un certain effort du candidat pour sortir le véritable problème que pose le sujet. À partir de là, vous saurez quelles sont les positions qui peuvent se dégager sur un même problème. Il y a des positions, une position A, une position B, peut-être une position C, tout dépend. Mais au moins, qu'il y ait un minimum de dialogue. Pour qu'il y ait dialogue, il faut 2. Donc il faut qu'il y ait au moins 2 thèses. Quand vous sortez 2 thèses, ces thèses sous forme de questions, c'est ça que vous allez argumenter dans le développement. La troisième compétence, donc, c'est l'argumentation. Donc c'est la partie développement. Dernière compétence, c'est ce qu'on appelle la communication. Souvent on dit que c'est la conclusion, mais c'est surtout que l'élève présente bien, qu'il écrive bien, qu'il ait un style correct. Donc c'est 4 compétences. L'élève doit veiller à ce qu'elle se retrouve dans sa copie. Alors, M. Tian, certainement, il ne reste plus beaucoup de temps, mais nous avons senti aussi que chez les élèves, certains disent que M. Ba a sa méthodologie, M. Tian a sa méthodologie. Alors, existe-t-il plusieurs méthodologies de dissertation philosophique ou il n'existe qu'une seule méthode? Bon, une méthodologie, si on peut appeler des méthodologies de correction, je pense qu'objectivement, il n'y en a qu'une. Les critères d'évaluation aussi sont les mêmes. M. Ba l'a rappelé, je pense qu'au baccalauréat, on appelle ça un canevas de correction. Chaque professeur qui va au baccalauréat dispose de ce canevas. Il y a un pointage qui est affecté à chaque rubrique. Problématisation et conceptualisation, c'est noté sur 8 points. L'argumentation est notée sur 7 points et la communication est notée sur 5. Et chaque professeur est équipé, armé de ça. Maintenant, dans les pratiques de classe, chaque professeur a sa pédagogie. Et cette pédagogie aussi se reflète dans la manière de corriger. Maintenant, il n'est pas interdit, ce n'est pas un mal, qu'un professeur vous donne sur une copie 8 et qu'un autre professeur vous donne 9. Cet écart de 1 point ou de 2 points peut se justifier simplement par la rigueur du professeur, peut-être par la légèreté d'un professeur. Mais ce n'est pas un blâme pour autant. Maintenant, les élèves aussi
ils aiment parfois des facilités. Ils auraient souhaité effectivement que, quand vous les évaluez sur des choses faciles. Comme ça, ils pourront s'en sortir. Mais la philosophie est telle qu'elle est une matière qui fait que si un élève, par exemple, ne fait pas beaucoup d'efforts d'apprentissage, de révision, mais aussi de lecture, il sera très difficile pour lui de s'en sortir. Et souvent, je dis ça. La plupart des élèves qui viennent d'ailleurs et qui viennent voir un nouveau professeur qui les a en classe et qui se permet de dire « Moi, mon professeur qui était là-bas me donnait telle note alors que lui, il me donne telle note », la réponse que je leur donne souvent, c'est que si ces notations étaient bonnes, probablement tu ne serais pas là pour les critiquer. Donc c'est toi qui dois revoir quelque part ta copie. D'accord? Mais si vous réfléchissez comme ça avec les élèves, je pense que le problème ne se pose pas. Maintenant, comme dit monsieur Ba, les évaluations souvent en classe s'opèrent à travers ces deux grilles affectées par la dissertation et le commentaire. Et nous voudrions bien revenir un tout petit peu sur le commentaire parce que nous avons déjà essayé d'esquisser un tout petit peu la dissertation philosophique. Même si le temps ne nous permet pas, nous allons essayer un tout petit peu de toucher un tout petit peu au commentaire. Le commentaire d'abord. Vous savez, les élèves choisissent plus la dissertation que le commentaire parce que deux sujets sont des dissertations. Il n'y a qu'un texte en commentaire. Donc la chance est plus grande en dissertation qu'en commentaire. Ensuite, le commentaire, souvent j'ai l'habitude de dire ça aux élèves, si vous maîtrisez le fonctionnement, si vous avez l'habitude de vous y exercer, c'est plus facile que la dissertation. Parce que vous avez un texte à l'appui. Alors que dans la dissertation, c'est un sujet. Vous partez du sujet comme prétexte et vous allez à la recherche de connaissances. Alors que dans le commentaire, le texte et le contexte. Vous avez un contexte. Là, vous avez un prétexte, ici, vous avez un contexte. Alors, quand l'élève a le texte, on appelle ça une étude de texte ou un commentaire, ce commentaire suit une méthodologie que tous les élèves, la plupart du temps, connaissent. Une introduction, un développement et une conclusion. Et on leur fait comprendre que le développement respecte souvent, de manière générale, 4 conditions. Il faut d'abord, la première chose que l'élève doit faire d'abord, dégager le thème, parce que tout texte a un thème. Les élèves, on les a entraînés à ça depuis très longtemps. Ensuite, tout texte a une problématique, tout texte a une thèse, et tout texte a une structure. Donc si l'élève est capable de sortir ces 4 éléments, je pense qu'il va facilement réussir son introduction. Maintenant, il entre dans ce qu'on appelle le développement. Le développement est composé de 2 parties. La partie explicative qui concerne le plan du texte et la partie discursive qui concerne le point de vue, pas personnel, mais le point de vue réfléchi de l'élève par rapport à la position de l'auteur. Parce qu'il a appris la philosophie, il a su comprendre que toute thèse philosophique a aussi son antithèse et on lui demande aussi de développer cette antithèse. Et enfin, maintenant, il y a la conclusion où l'élève doit montrer ce qu'on appelle l'importance du texte ou l'actualité du texte, si on peut dire, avant faire un bref rappel d'abord des grandes parties, ensuite maintenant parler de l'actualité et de l'importance du texte. Je pense que cette méthodologie-là, si elle fonctionne bien, si on arrive peut-être à l'implanter dans le cerveau des élèves, ça peut les réussir, ça peut aussi leur permettre de pouvoir avoir de bonnes notes à l'examen ou bien simplement dans les devoirs. Très intéressant et j'espère bien que nous vous aurons une prochaine fois aussi pour pouvoir maintenant éclairer plus amplement ce que c'est que la dissertation philosophique et ce que c'est que le commentaire philosophique. Alors, M. Ba, nous sommes donc à terme de notre émission et nous sommes satisfaits de ce que vous nous avez présenté. Et qu'est-ce que vous direz maintenant à vos élèves pour conclure? Merci. Je pense que je termine là où nous avons terminé, sur les méthodologies. Parce que c'est important. L'élève doit savoir s'exercer et lire, beaucoup lire, surtout lire les œuvres au programme. Pour les littéraires, l'apologie de Socrate et du contrat social, les 2 premiers livres. Pour les élèves scientifiques, l'apologie de Socrate uniquement. Ce sont des textes qui ne sont pas difficiles, mais la difficulté est qu'ils ne sont pas disponibles ici sur le marché. Bon, c'est ça que j'ai dit. Et je remercie vos techniciens qui sont mes anciens élèves. Je remercie M. Thiam pour la clarté de son discours et la rigueur de son analyse. Je vous remercie M. Touré, qui est également une de mes doublures au lycée, parce que nous avons travaillé ensemble, on s'est côtoyés depuis bientôt 4 ans. 4 ans, ce n'est pas 4 jours ou 4 mois. Donc on se connaît très bien. Nous ne sommes pas des professeurs difficiles. Voilà. Nous sommes réputés être difficiles, mais quand même, notre discipline est réputée être difficile,
Mais nous ne sommes pas difficiles, les professeurs de philosophie. Au contraire, c'est des professeurs qui sont ouverts, surtout au dialogue, à l'échange. N'importe quelle question que les élèves ont, ils peuvent me les poser directement ou aller voir M. Thiam ou aller voir notre professeur. Mais il n'y a pas de concurrence entre nous les professeurs. Il n'y a pas de difficulté entre nous les professeurs. On s'entend sur ce qu'il faut faire pour la réussite des élèves. D'autant plus que nous n'avons que les élèves de terminale. Donc, c'est notre sacerdoce de faire réussir les élèves de Dara. Nous sommes là pour ça. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Ba. Alors, M. Thiam, le mot de la fin, une pensée, des conseils pour nos chers élèves? Bon, les encourager d'abord, parce que on peut dire que l'année vient juste de démarrer. Nous en sommes encore au mois de décembre. Le chemin à parcourir est encore beaucoup plus difficile. Et je pense qu'avec beaucoup de courage, d'engagement et de volonté, ils peuvent parfaitement arriver à réussir. En disant effectivement que la nouveauté de cette discipline fait effectivement qu'elle a l'air compliquée, complexe. Mais encore une fois, c'est juste une question de mesure, de volonté et de lecture, comme M. Ba vient de le dire. Il faut encore que les élèves fassent beaucoup d'efforts au niveau de la lecture. Parce que le savoir est là, mais il faut avoir l'intelligence d'aller aussi le chercher. Et cela, effectivement, par le biais des lectures, des ouvrages. Malheureusement, comme à Dara, nous n'avons pas beaucoup de librairies, peut-être les livres sont disponibles. Mais on les encourage en tout cas à utiliser tous les moyens nécessaires pour arriver à cela. Maintenant, tout en vous remerciant, vous, par rapport à l'initiative très importante aussi que vous avez entrepris, je pense que c'est une valeur ajoutée, d'accord, comme je le disais au départ, qu'il faudrait cultiver, en tout cas vulgariser, pour que cela puisse en tout cas être intégré dans les dynamiques et dans les pédagogies d'enseignement des écoles. Je profite de l'occasion pour réitérer aussi mes remerciements et mes félicitations à M. Ba, parce que c'est un homme qui a plusieurs casquettes. C'est un philosophe, c'est un homme de culture, c'est un journaliste. Donc si vous avez entrepris tout ce travail-là, effectivement, vous êtes dans une difficulté de telle sorte qu'il faut beaucoup de courage, d'engagement et de volonté pour pouvoir réussir. Mais je sais qu'il est doublement informé et conscient de cela. Je ne peux que le remercier et l'encourager par rapport à ce travail. Vos techniciens aussi, qui ont réussi ces prouesses technologiques, nous ont permis de pouvoir là continuer à parler avec nos élèves dans une dynamique aussi d'intimité, peut-être qui nous procurera en tout cas beaucoup de richesses et de privilèges. Et nous vous remercions de manière générale en tout cas de tout l'effort que vous avez entrepris pour cela. Merci beaucoup. Merci M. Ba. Merci M. Thiam, nous avons été très satisfaits et nous osons espérer que cette émission servira à nos chers élèves. Alors, UDTV donc vous remercie. Nous remercions aussi notre réalisateur, et notre caméraman et tous ceux qui sont donc de près ou de loin ont un petit peu participé à la réalisation de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous bientôt pour une nouvelle émission dans ma plume. Merci beaucoup. Merci.